Le réalisateur de John Wick a déclaré que dans la toute première version du scénario du film, seulement 3 personnes mouraient, dont 2 dans un accident de bagnole. Au final, il y en a eu 80 pratiquement. Donc en gros, ils écrivent des scénars comme quand moi je vais au pub. Ah non, non, non. Ce soir, juste une bière, et puis à la 80e pinte, tu espères faire au moins 3 suites à cette soirée, dont évidemment une avec Oli Berry. D'ailleurs, dans le pub où je vais, il y a toujours 2 mecs en chien, donc au moins ça sera raccord. Pas le temps de niaiser, puisqu'aujourd'hui c'est évidemment le débrief de la DC Fandom, mais pas que, puisqu'il s'est passé des trucs entre temps, et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires quelle a été votre révélation préférée de la grand-messe de DC. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 259e JT Comics. J'ai cru comprendre que dans Tenet, les types ils voyaient toutes les actions à l'envers. Du coup, c'est quand ils doivent pas piger pourquoi est-ce qu'on trouve le moonwalk aussi fou. Mais bon, passons plutôt aux news de la semaine. Zombie Ronde. C'est la news insolite de la semaine, elle est signée Robert Kirkman, l'auteur qui s'est bien assuré que ses lecteurs meurent d'envie de connaître la suite de sa grande saga dans laquelle les morts marchent et les vivants crèvent. Pendant 16 ans, il a publié The Walking Dead et c'est en 2004 qu'est sorti le tout premier trade paperback de la série, donc le format relié qui comprend les 6 premiers chapitres avec ce design bien particulier, les couvertures designées par Tony Moore avec à l'arrière-plan l'action en question et à l'avant-plan des rôdeurs, des morts-vivants qui sont omniprésents. Et moi ça m'impressionne encore plus qu'une Apple Watch puisque sachez que même les couvertures sont connectées, puisque si vous prenez le tout premier numéro et que vous allez au dernier, le numéro 32 qui est sorti 15 ans plus tard, et bien ça fait une frise de zombies ininterrompue à 360 degrés. Je sais pas s'ils ont eu l'idée il y a 15 ans ou en cours de route, mais en tout cas je trouve ça purement génial. Marvelade. C'est clairement pas leur semaine. Marvel savait qu'à partir du 22 août, l'espace médiatique serait monopolisé par la DC Fandom, mais un petit peu avant, ils ont lâché quelques news quand même, notamment celle comme quoi ça serait l'actrice réalisatrice Olivia Wilde qui aurait été choisie par Sony Pictures pour réaliser un projet dans le fameux Spider-Verse sans Spider-Man, tu connais le délire. La rumeur court que celle qui a joué dans Tron l'héritage dans The Lazarus Effect se chargera de Spider-Woman, mais après Venom, après Morbius, après Madame Web qui est en cours de développement, la vraie question c'est quelle Spider-Woman? Est-ce que ça sera la plus emblématique, Jessica Drew, celle qui dans les années 2010 s'est mis au vert dans les comics, ou bien est-ce que ça sera des incarnations plus récentes comme Gwen Stacy, comme Mary Jane? Est-ce qu'ils vont en faire l'araignée principale de cet univers qui en est dépourvu mais pas trop en même temps? On verra. En tout cas, entre tous ces projets et le futur jackpot, on dirait que Sony a trouvé le moyen de traire une araignée. Mais c'est dans les comics que Marvel frappe fort cette semaine avec un petit one-shot bien placé, vous vous souvenez peut-être du podcast Marvel Voices qui donnait la parole à travers une série d'interviews à des créateurs issus de tous horizons et de tous milieux culturels. Et bien c'était déjà devenu un one-shot en comics avec des récits courts illustrés par des artistes divers et variés. Et bien il va y avoir une suite à ce one-shot, une suite entièrement réalisée par des créateurs amérindiens, des natifs américains, des autochtones, des indigènes, en gros ceux à qui il ne faut pas trop parler des bienfaits de la colonisation. Pour les citer, c'est Rebecca Ron Horse, Darcy Little Badger, Stephen Graham Jones, Weshoyot Alvitre, Kyle Charles, David Cutler, qui vont se succéder sur toute une série de récits différents, dont notamment de l'horreur, dans la tradition des mythes amérindiens. Et graphiquement, je suis comme un fou puisqu'on pourra retrouver l'artiste Jeffrey Verhege, qui se chargera d'ailleurs de faire des variantes cover qui sont de toute beauté. Et en parlant de variantes cover, justement, Marvel n'oublie pas de tisser des passerelles entre ses univers ciné et comics, l'un ayant besoin de plus de lecteurs que l'autre de spectateurs. Et là, c'est la série Les Éternels qui va être relancée par Essadri Beach et Kieron Gillen, qui se dit tout excité de venir recapturer l'esprit de cette création de Jack Kirby et d'en faire quelque chose d'aussi nouveau qu'à l'époque. Enfin, il va essayer. Donc on va pouvoir redécouvrir l'histoire de ce peuple, les Éternels, qui veillent sur nous autres terriens en secret pour nous protéger des déviants. Et Marvel mise très fort sur cette nouvelle série puisqu'ils vont sortir près de 40 variantes cover, de Boss Logic à Scotty Young en passant par Joe Quesada, sans oublier évidemment Jack Kirby, en isolant certaines cases, même les morts peuvent sortir des variantes cover. Sinon j'ai mon sens de comique qui s'est mis en alerte puisque j'ai su que Christopher Priest et Stefano Landini allaient se charger d'une nouvelle série sur US Agent, donc là qui sera
un agent déchu du gouvernement américain qui sera justement juste entrepreneur civil pour celui-ci, ce qui lui donne accès à plus d'endroits mais avec moins de ressources, donc il va devoir faire un petit peu de MacGyver et je trouve ça très intéressant d'explorer ça à travers ce personnage et pas toujours Captain America qui est le patriote en chef. Là ça va mettre en scène le conflit entre une petite ville et une grosse corporation, il me tarde. Et après la demi-molle, la demi-teinte, puisque le Black Panther de Ta-Nehisi Coates reprendra qu'à partir de 2021, il y a une petite pause, mais c'est pour mieux s'achever sur une conclusion qui semble épique, qui s'annonce épique du moins, et si l'auteur reste sur le Captain America, pour lequel apparemment il a des projets sur le long terme, eh bien je sais que même s'il est assez clivant sur sa façon propre d'écrire des comics, moi je trouve que c'est un bon écrivain, donc c'est dommage. Fan domination. Voilà, nous y sommes, hein, vous n'avez pas pu y échapper, hein, c'est la DC Fandom qui a cartonné cette semaine au point même de choquer les gens de chez la Warner alors qu'ils ont vraiment dû y mettre les moyens puisque ça avait vraiment de la gueule, hein, ça va sûrement pas les inciter à revenir jouer en collectif, eux, DC, Warner qui se sont séparés du distributeur principal commun de comics à Marvel, à Image, à tous les autres, eux qui ont décidé de ne plus participer au Comic-Con, celle de San Diego ou celle de New York qui va arriver, qui se font en virtuel à cause du Covid, eux qui se sont séparés, et ça c'est la vraie tache noire, de plusieurs centaines d'employés qui ont été virés pour cause de fusion économique et de Covid et de restructuration. Et bien ça a cartonné au point qu'ils ont, juste avant de lancer l'événement, ils ont décidé de le faire en deux parties. La première samedi dernier, donc avec les grosses annonces, et puis la deuxième qui se fera dans 3 semaines avec plus de contenu, une centaine d'heures, mais que à choisir pendant 24 heures, donc il va falloir faire des choix, vous allez voir en plus avec de la lecture. Le succès s'explique aussi par le manque de conventions, la San Diego Comic-Con n'a pas été là, n'a pas assuré ses gros panels avec ses révélations bien galvanisantes. Là, il y avait ce qu'il fallait, hein. D'ailleurs, DC nous a annoncé qu'ils misaient à fond maintenant sur leur multiverse, hein, et un multiverse où il y a des Jim Lee partout puisqu'il était à peu près dans la moitié des panels, donc c'est vraiment lui qui émerge en figure dominante de la nouvelle phase de DC Comics. DC et Warner qui abandonnent, hein, l'idée d'une cohérence, d'une continuité unique dans leur univers cinématographique étendu, mais qui reste accroché à sa chauve-souris, hein, comme des morpions à un ticket de métro. Et ça sera symbolisé par le film Flash qui sera la grande libération de tout ça, puisqu'il y aura déjà Flash qui, dès qu'il va lâcher une caisse, va fracturer l'espace-temps, et il y aura au moins 2 voire 3 Batman, Michael Keaton, Batfleck qui revient pour l'occasion, et peut-être même Jeffrey Dean Morgan, mais on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. En tout cas, ça sera ce film qui va libérer le grand multiverse, et cette annonce qui a été lâchée juste un petit peu avant la Fandom a exciter les fans, hein, un petit peu comme un maillot du PSG sur la canne-bière. En guise d'échauffement, on a eu droit à la dernière bande-annonce de Wonder Woman 1984, avec notamment Maxwell Lord, qui m'intéresse beaucoup puisqu'il est à prendre au sérieux. Je vous rappelle que dans le comics, il arrive par la pensée à maîtriser Superman, même s'il saigne du nez, hein, et qu'il est assez pervers puisqu'il lâche à Wonder Woman, hein, vous m'excuserez princesse, mais vous avez l'air superbe, vous êtes superbe à genoux. Puis après, on s'est cru dans Cats avec Cheetah, Barbara Ann, Minerva, qui va peut-être avoir besoin du Minerve après être passé entre les mains du chevalier d'or Diana Prince. Bref, une petite mise en bouche, un surfond de comédie romantique entre Diana et Steve Trevor, bien sympathique. Quelques assouplissements, hein, avec notamment le trailer de la saison 7 de The Flash, des news de la saison 3 de Titan, qui incorporera Jason Todd, qui incorporera Jonathan Crane, donc l'épouvantail, et qui incorporera Barbara Gordon, des personnages qui ont la cote, hein, faut investir dessus je pense. Voilà, ça c'était pour l'échauffement, pour l'apéro. Maintenant passons au vif du sujet. Comics. Le petit fail, c'est qu'on était censé pouvoir lire 200 comics entièrement gratuitement pendant 24 heures, mais il semblerait que ça soit reporté dans 3 semaines à la partie 2. Mais j'étais content de voir que DC, Warner n'ont pas oublié ce qui fait le cœur, les fondations de leur empire, hein, les comics, avec notamment le panel dédié à Sandman, avec Neil Gaiman qui a balancé 2-3 anecdotes très croustillantes, hein, notamment celle où il explique comment il a brisé certaines règles un petit peu idiotes, certes, de chez DC Comics, hein, quand il leur a expliqué qu'il ne mettrait pas le personnage principal Morpheus en couverture de chaque épisode de Sandman, et ils lui ont dit mais comment les gens vont savoir que ça va être Sandman? Et il a dit parce que ça sera marqué dessus, et puis à partir de là ils ne lui ont plus opposé aucune résistance. L'autre histoire folle, c'est celle de Dave McKean, qui était l'artiste qui illustrait les premières couvertures de Sandman, dont DC voulait se séparer apparemment après le premier arc, et quand Gaiman l'a appelé pour lui dire, il a dit non bouge pas, il a raccroché. Et ce qu'il a fait, c'est que pendant 2 jours, il s'est enterré. Il a fait 8 prochaines covers
de Sandman qu'il a envoyé à DC, qui avait aucun autre choix que de le payer. Il a continué à être artist cover pendant 8 ans de cette manière-là, un Dave McForcer. Là où DC a une audace de dingue, hein, c'est que pour son panel secret, là où tout le monde attendait une annonce d'un nouveau film, et bien en fait c'était du comics, c'était l'annonce de la résurrection du label Milestone Comics, donc du Dakotaverse, hein, celui qui a été créé au début des années 90 par Dennis Cowan, par Derek T. Dingle, par Michael Davis ou encore par Dwayne McDuffie. Des créateurs qui souhaitaient proposer autre chose que ce qu'on voyait en abondance dans les comics de l'époque, qui se sont retroussés les manches à la meilleure chose qu'ils avaient à faire et qui ont créé Hardware, Icon, de Blood Syndicate ou encore Static. Static a été adapté en série animée et je vois que certains d'entre vous ont déjà le sourire jusqu'aux oreilles. Et d'ailleurs sachez qu'un projet de film serait en développement chez Warner ainsi que peut-être plusieurs films en animé. Et moi je retiens surtout que c'est les quasi-débuts de l'excellent artiste John Paul Leon qu'on a vu ensuite sur du Earth X ou sur du Batman. Et l'une des meilleures nouvelles de la DC Fandom, c'est qu'on a appris que le projet de comics DC du scénariste John Ridley sera illustré par l'excellent Nick Derrington. Nous proposerons un chevalier noir de plonger dans l'histoire de la famille Fox, Lucius, Luke, son fils, donc clairement hein, c'est le projet de 5G qui est recyclé et c'est tant mieux. Surtout si c'est avec ce tueur de Nick Derrington, dont je vous conseille de lire le Batman Universe hein, avec Brian Bendis qui est sorti chez Urban il y a quelques mois. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura droit à un prologue du concept dans l'anthologie, hein, dans la Warzone du Joker qui sera illustré par monsieur Olivier Coipel. Voilà, là prenez mon argent. Poids moyen. Et puis ça a été un festival d'annonces dont le point culminant était le panel hein, du Batman par Matt Reeves hein, et qui était très attendu, qui a été le plus regardé, mais justement ça a permis à d'autres panels de briller parce qu'on les attendait un petit peu moins et c'est le cas notamment du panel Black Adam qui a été très fidèle aux comics puisque c'était un motion comics où on a vu The Rock et donc en Black Adam ses origines jusqu'à son entrée dans l'univers DC cinématographique. Alors on connaît pas trop son alignement moral, on va voir s'ils vont faire du soft ou du hard, mais en tout cas on sait qu'il ne sera pas seul puisque la JSA sera là avec Atom Smasher, Cyclone, Hawkman et Monsieur Dr. Fate qui est l'un des plus grands sorciers de l'univers d'ici avec John Constantine à ses 2 salles de ambiance. Puis 2 jeux vidéo, le premier c'est Gotham Knights, un coop 4 multijoueurs développé par la Warner avec Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin. Robin c'est probablement Tim Drake puisqu'on n'a vu aucune tête découpée rouler sur le sol, donc forcément hein, je suis pas détective mais bon, ça peut pas être Damian. Batman est mort, la ville est à feu et à sang et un antagoniste se réveille et bat des ailes, hein, c'est la cour des hiboux. Et puis le mystère se dissipe hein, sur le prochain jeu de Rocksteady qui malheureusement comme beaucoup de studios est visé par un scandale, hein, celui de l'inaction, hein, de l'inertie qu'il y a eu en matière de lutte contre le sexisme qui était réel apparemment dans l'environnement de travail. Et moi je propose que tous les pointeurs qui faisaient des remarques à leurs collègues soient obligés de se déplacer pendant au moins 24 heures comme Catwoman dans Arkham City. L'éditeur a dévoilé un jeu en coop, 4 joueurs aussi, qu'on pourra interchanger entre Harley Quinn, entre Deadshot, entre Captain Boomerang et King Shark. Et pourquoi est-ce qu'on va devoir tuer la Justice League? Parce que Superman est devenu un meurtrier fou, hein, et la dernière fois qu'il a été moralement compromis, ça a donné notamment un grand jeu vidéo mais aussi un excellent comics qui était relié, donc attendez-vous à un comics sur ça aussi je pense. On a appris le titre de Shazam 2, Fury of the God, à la furie des dieux, hein, ça pourrait être sous-titré 2020 si on est croyant. On a su aussi que James Wan voulait un Aquaman 2 qui serait plus pertinent, plus sérieux avec de la véritable horreur aquatique, un petit peu comme quand un gosse est pris d'une diarrhée fulgurante à Aqua Boulevard. La Snyder Cut s'est dévoilée, hein, 30 millions de dollars pour terminer ce qui sortira en 4 parties d'1 heure sur HBO Max, donc avec la fameuse musique Alléluia de Leonard Cohen qui avait déjà été utilisée par Snyder dans Watchmen pendant la scène de sexe entre le hibou et Spectre Joyeux, la deuxième du nom. Un film qui serait plus chargé en émotions, qui sera centré sur le personnage de Cyborg. On a vu Darkseid aussi, hein, même si moi j'ai immédiatement pris ma manette de play, hein, parce que vu les graphismes j'ai cru que j'étais dans God of War 2, qu'il fallait que je fasse une QTE. L'ajout le plus inédit du trailer, hein, c'est évidemment Desaad, hein, qui sera un antagoniste qui a été nommé à partir du marquis Desaad, hein, puisqu'il est proprement sadique et que c'est le responsable torture de Darkseid et le sosie officiel d'Ebonimo. Et en parlant de torture justement, certains fans réclament le grand retour de Jared Leto depuis qu'ils ont vu dans le trailer voler, hein, les cendres d'une carte du Joker, hein, au-dessus du hall de justice en ruine. Il y a également eu la révélation, hein, des personnages de Suicide Squad, un petit teaser aussi, hein, et les plus cinéphiles d'entre vous, hein, dites-moi dans les commentaires, est-ce que James Gunn a
déjà foiré quelque chose dans sa vie, hein, mis à part des tweets, hein, ça je sais. J'ai l'impression que tout ce qu'il fait c'est un carton, et là ça sent encore meilleur que les Gardiens de la Galaxie, alors qu'il prend des personnages, mais il les prend en fin de rayon, tout au fond dans l'étagère, quoi. Il y a le savant, Javelin, Polka Dot Man, le Ratcatcher, c'est la deuxième itération, Bloodsport, Idris Elba, hein, King Shark, Mongal, The Thinker, Blackguard, Sol Soria, Peacemaker, Weasel, c'est complètement fou. Je peux pas tous vous les détailler, hein, mais par exemple, moi celui qui m'intéresse le plus c'est Bloodsport, hein, le personnage d'Idris Elba qui est en fait un antagoniste créé par John Byrne pour Superman qui pouvait en fait, grâce à Lex Luthor, téléporter des armes dans ses mains, un petit peu comme s'il était dans GTA en gros, et il avait notamment dans ses armes un flingue qui permettait de tirer des balles en kryptonite, et c'est exactement ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va le conduire en prison? Savant, c'est un super-héros contrarié qui a été, dont la carrière a été stop net par Batman, hein, et donc du coup, tout naturellement, il est devenu criminel, mais il a eu une forme de rédemption. Il a travaillé pour les Birds of Prey, puis pour la Suicide Squad également. John Cena aussi, un Peacemaker qui joue un Captain America complètement siphonné du bulbe, qui croit un ancien diplomate, qui croit en la paix coûte que coûte, hein, quitte à envoyer des patates de forain et à distribuer des balles comme si on était dans Fortnite. C'est fidèle aux comics puisqu'il y a des vrais bouts de dessins de comics dedans, dans les révélations. C'est même dans les logos, c'est complètement bien adapté et très graphique, je trouve. Ça sent encore le carton à la James Gunn, et moi c'est peut-être un des projets qui m'excite le plus en ciné. Tout ça pour arriver sur le main event, Batman. Batman a été omniprésent, évidemment dans les rares annonces comics, mais également en ciné, hein, où le panel de Matt Reeves a été celui qui a récolté le plus de vues, c'est monté très rapidement à 20 millions, le plus de réactions sur les réseaux sociaux. On l'a vu également tout derrière Ben Affleck, hein, j'ai scruté, j'ai vu qu'il avait non pas une mais 2 éditions de The Killing Joke, et donc ceux qui ne l'ont jamais lu, vous savez absolument ce qu'il vous reste à faire, allez dévaliser Ben Affleck. Et on a même vu Deadpool se taper l'incruste déguisé en Batman, hein, derrière le chanteur Daughtry, qu'il avait déguisé pour l'occasion avec le costume de la chauve-souris. La nouvelle qui fait plaisir, c'est qu'il y aura un film d'animation en 2 parties adapté d'un long Halloween, le grand classique de Jeff Loeb et de Tim Sale, même si moi je préfère quand même la suite Amère Victoire, hein, ça reste quand même un bouquin culte. Et puis on avait eu droit en amont au prochain logo du film de Matt Reeves, hein, qui me fait très fortement penser à la chauve-souris en plein vol qui rentre dans le manoir Wayne, un moment où Batman cherche, et c'est là qu'il a l'idée de se déguiser en chauve-souris pour inspirer la peur à ses adversaires. Et donc là maintenant on a eu le premier trailer officiel du Batman de Matt Reeves, le Batinson, hein, et il a lâché cette fameuse réplique, hein, I am vengeance, je suis la vengeance, hein, une réplique qui a été prononcée pour la première fois dans la série animée Batman de 1992 et qui a immédiatement été catapultée dans la mythologie du personnage. Il y a clairement une ambiance Seven qui se dégage de ce trailer, avec des meurtres perpétrés par un tueur en série, à la Zodiac aussi un petit peu, donc là c'est l'homme mystère, mais dans un Halloween c'est également un tueur en série qui fait rage et qui tue des membres influents des familles mafieuses de Gotham City. Bon là c'est l'homme mystère qui a l'air de mener la danse face à un Gordon légèrement dépassé, un petit peu comme Batman aussi, mais bon, il est plus jeune, il est un petit peu plus sanguin. Un mystère avec cette carte, hein, à l'effigie d'un hibou. On peut pas mettre un hibou qui est le prédateur naturel de la chauve-souris sans penser que c'est un clin d'œil à la cour des hiboux, hein. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, il y a une énigme qui a été résolue par des internautes, hein. Qu'est-ce que fait un menteur quand il est mort? Et là, il faut comprendre l'anglais pour la piger, hein, puisque c'est he lies still, donc ça repose sur la polysémie, le double sens du mot lie, qui veut dire à la fois mentir et à la fois reposer. Donc en gros, il repose ou il ment encore, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça l'a scotché, lui. Ça sent très bon, hein, même si le fait que Nigma ait l'air d'en savoir un petit peu trop sur Batman, même jusqu'à son identité secrète, pousse à penser qu'il va peut-être y avoir encore une petite salissure, hein, une petite crotte de nez lancée sur la famille Wayne, hein, dont l'honneur pourrait être bafoué, un petit peu comme on l'a fait souvent dans le comics, mais aussi dans le jeu vidéo Telltale. Hein. Wayne, est-ce qu'ils sont vraiment propres ou est-ce que c'est des mafieux? On sait pas. Sinon, un Colin Farrell bluffant. Alors, on n'a pas trop vu le jeu d'acteur, mais j'y fais assez confiance, mais surtout dans la façon dont il est grimé en pingouin, quasiment méconnaissable, et il conduit lui-même la bagnole dans la course-poursuite, ce qui me pousse à penser qu'il y a eu un problème avec l'homme de main, avec le serviteur, puisque lui il se salit pas les mains sur un volant. Une Catwoman qui a pas l'air familière avec Batman, donc c'est peut-être leur première rencontre, et un commissaire Gordon qui va devoir séparer Batman d'une douzaine de policiers alors qu'ils allaient tous se battre dans une espèce de box de garde à vue, preuve qu'il va devoir gérer les relations souvent tendues entre les officiers assermentés de la loi et ce justicier complètement hors de tout cadre légal, comme c'était le cas dans les BD, hein, les premiers temps à Gotham City. D'ailleurs, Matt Reeves a
a bien reparlé du projet de série qui se déroulerait avant le film sur HBO Max et qui suivrait un officier de policier corrompu de Gotham City, justement. Évidemment, hein, je fais comme la chauve-souris, je fais que survoler, mais je suis brûlant. Je suis brûlant, ça me conforte dans le fait, je pense que tout le monde va donner le meilleur, hein, aussi bien Pattinson, mais en même temps, quand il y a un Dano en face, quand il y a un Jeffrey Wright, tu peux que faire ça. Quand il y a un Serkis aussi, qu'on entend en Alfred, mais ça sent bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais moi, c'est de la demi-molle explosive, je suis brûlant. Lisez, lisez et lisez. Cette semaine, j'ai pas trop eu le temps de lire, mais en revanche, j'ai quand même continué l'analyse de Hoxpox, hein, le 3e chapitre. Ça devrait sortir soit ce week-end, soit celui d'après. J'ai lu malheureusement l'édito d'Arnaud Tomasini sur Comics Blog, hein, qui dit que lui-même et Corentin sont licenciés par Arts, hein, pour motif économique. Donc ceux qui se battaient avec un courage certain, un acharnement certain également pour que le journalisme culturel, notamment comics, garde ses lettres de noblesse, et bien n'écriront plus pour le site pour l'instant. C'est pareil pour Lise de 9e art, donc je les embrasse tous les trois. Arnaud, Corentin, ils disent qu'ils ont des projets, donc il faut leur souhaiter tout le courage, et c'est ce que je fais ici. Donc au revoir, mais surtout à bientôt, j'espère. Magneto a gagné d'un poil de cul dans le one-shot de la semaine, dessiné par Alric, scénarisé par mes soins. Vous avez été environ 1800 à voter, il y a une 40aine de voix d'écart, hein, entre les deux. La semaine prochaine, c'est Star-Lord qui va affronter Jonah Hex. Il me tarde de l'écrire celui-là. C'est la fin de ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci d'être encore nombreux malgré l'été à mettre des pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter, à facebooker, à m'identifier dans les stories Instagram. Ça me donne de la force et ça me fait chaud au cœur. Merci à vous, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir, hein, dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux aussi, hein, Facebook, Twitter, Instagram, sur Discord également. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis bientôt 5 ans maintenant, hein. Prudence à ceux qui sont en vacances, force à ceux qui bossent, vous le savez, et puis je vous donne rendez-vous soit ce week-end pour le décryptage, soit la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Si quelqu'un a le numéro de Wonder Woman, je suis preneur, hein, parce que je me sentais bon en zizicopter, j'arrive à l'éviter à 1m50, mais elle arrivait à esquiver des balles avec ça, et ça c'était en 1984, il faut clairement qu'elle me donne des cours.